Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 17 mars 2023, jour de congé, jour de lecture. Aujourd'hui, j'ai lu ceci, qui n'était absolument pas prévu au programme, mais bon, c'est ainsi que je dresse, enfin en n'ayant pas trop d'illusions, une liste de lectures et d'autres lectures apparaissent de manière intempestive et bousculent l'ordre établi. Enfin, mais n'y croyant pas trop, je ne suis pas trop chagriné par ce changement de programme. Alors c'est d'Olivier Belin. La poésie faite par tous, une utopie en question. Alors vous avez sans doute reconnu cette injonction, cette formule choc, presque cette formule publicitaire de Lautréamont. La poésie doit être faite par tous. Et ce que nous livre en début de texte, en début de volume, Olivier Belin, c'est les multiples sens qu'on peut accorder à cette formule et comment cette formule a fini par être reprise par les surréalismes, Paul Éluard en tête, et comment aussi elle est un appel à démocratiser l'exercice de la parole et d'établir et d'effacer aussi à la fois, d'établir une hiérarchie entre le poète professionnel, même si cette phrase peut sembler à la fois ambiguë et un brin ridicule, et le poète amateur qu'on pourrait qualifier également de poète du dimanche. J'aurais envie de dire, il nous faut introduire, il nous faut insuffler une quantité infinie de dimanches dans la trame des jours. Alors, pour moi, la poésie aussi, c'est à la fois un mode de communication et c'est à la fois un mode de communion. Et la communion, c'est de la communication qui ne passe pas nécessairement par la parole. Elle peut passer par la présence, elle peut passer par l'image, elle peut passer par le silence, aussi également par du silence fabriqué par la poésie. Alors la poésie, elle fabrique du silence et dans le même élan, elle fabrique du sens. Et dans ce narratif du quotidien, dans ce narratif de notre propre vie, il nous faut créer des zones de silence. Il faut pouvoir se retirer à la fois du brouhaha du monde et à la fois aussi de l'hypnose que provoque l'avalanche, l'abondance, la surabondance d'images. Alors la poésie aussi, ça relève de l'artisanat, du bricolage, du plagiat, comme le démontré, la nécessité du plagiat, comme l'a démontré Lautréamont. C'est quoi le plagiat aussi? C'est une manière de reprendre des textes anciens et de les remodeler, de les refaire, un peu à la manière des musiciens de rap qui font des échantillonnages et qui reprennent des airs connus, des petits extraits d'airs connus et qui les modifient et qui leur donnent un sens nouveau. Et les airs connus qu'on peut retrouver chez certains rappeurs n'ont même pas besoin d'explications parce que chacun les reconnaît. Par exemple, Stevie Wonder, ce musicien, est abondamment repris et dans des montages qu'on pourrait qualifier de musicaux par les rappeurs. En fait, les rappeurs, ils font des beats. Alors, et la poésie slam, qui est une poésie rimée, va avec aussi la démocratisation et la nécessité d'offrir la possibilité à tous
de s'exprimer. Mais les poètes du dimanche, les poètes amateurs n'ont pas attendu d'avoir la permission des instances, quelles qu'elles soient éditoriales, qu'elles soient universitaires, qu'elles soient dans le monde des communications. Les poètes sont extrêmement nombreux à se manifester sur les diverses plateformes. Alors, j'ai appris un certain nombre de choses dans ce livre. Par exemple, qu'un poème sur Twitter, moi, personnellement, je ne suis pas abonné. Je ne suis pas abonné sur Twitter. J'ai 2 plateformes de prédilection. YouTube, va sans dire, et Facebook. Je reviendrai sur mon apport à YouTube. J'y reviendrai, ouais. Et quant à l'importance de ce média dans mon activité de libraire, qui pourrait également s'apparenter d'une certaine manière à celle d'un rappeur. Car une des règles, en fait, que je n'applique pas toujours, mais j'ai quelques notes pour m'y repérer, c'est l'improvisation. J'aurais envie de dire, j'ouvre ma handycam, haute définition, dans l'attente de voir apparaître une pensée neuve sortant de ma propre bouche. En fait, j'aurais envie de dire, je fais des vidéos non pas pour m'écouter parler, mais pour m'entendre. Alors, ce que j'ai appris, c'est qu'un poème sur Twitter, c'est un micro-M. Voilà. Qu'un haïku partagé sur Twitter devient un toiku. Qu'il existe, sur ces formes brèves de poésie, des micro-poésies. Que les poètes qui font de la poésie sur Instagram et qui mettent en scène l'activité du poète, eh bien, ce sont des insta-poètes. Et que ces insta-poètes, moi qui écris de la poésie sur Facebook, alors je serais quoi? Je serais un face-poète, un book-poète. Bon, j'ai pas réussi, en fait, j'ai pas vraiment réfléchi, alors comment me qualifier de poète Facebook? Je sais qu'il existe des personnalités Facebook, je sais que les influenceurs appartiennent à cette catégorie, les micro-influenceurs qui sont aussi qui sont appelés à prendre de plus en plus d'importance. Et ce que nous dit, oui, parce que bon, ce que fait Olivier Belin dans son ouvrage, c'est qu'il part de Lautréamont, à partir de cette idée d'Lautréamont, une idée paradoxale, et c'est pas nécessairement ce que Lautréamont avait en tête lorsqu'il a fait cet énoncé. Il y aurait toutes sortes d'autres raisons qui l'auraient motivé. Entre autres, une des raisons, c'est qu'il aurait voulu, j'aurais envie de dire, le Lautréamont première manière, le Lautréamont poète de la cruauté, et le Lautréamont qui aurait voulu se dégager du romantisme noir, pour entrer dans une sorte de modernité. Bon, il ne s'est pas dit, Lautréamont, je vais entrer dans la modernité, mais il a voulu se dégager d'un certain courant. Et comme il avait beaucoup de sens de l'humour, il faut toujours prendre Lautréamont au second, voire au 3e degré. Alors, c'est la première idée de base. Mais de cette idée de base, la poésie faite par tous, Olivier Belin remonte la généalogie de cette proposition jusqu'à nous amener aux réseaux sociaux. On part de Lautréamont, 1870, et on arrive à 2023, avec les instapoètes, avec les instapoètes, oui. Alors, le distinguo qu'on peut établir entre le poète professionnel et le poète amateur, c'est brouillé, en fait.
c'est extrêmement brouillé et c'est ce qu'il nous dit aussi, non seulement c'est brouillard, oui, il évoque également aussi le Wattpad, qui est un lieu de partage de poèmes, bien souvent rimé parce que le poète amateur a souvent une conception surannée, j'aurais envie de dire, ou académiste de la poésie. Alors pour lui, la poésie, ça doit nécessairement rimer. De toute façon, il y a un poète contemporain qui se défendrait bien d'être un poète contemporain car on en fait le chantre du nihilisme occidental. C'est Michel Houellebecq qui lui fait de la poésie rimée, ce qui est une sorte de pied de nez, j'aurais envie de dire, à ses contempteurs. Et donc, Wattpad, c'est un site de partage où les poètes proposent leur lecture et, phénomène intéressant, le lectorat devient également acteur. Et ça, c'est un autre phénomène de cette démocratisation de la poésie et, in fine, hein? C'est le nouveau, le nouveau vocable à la mode. In fine, on l'entend partout. Comme on entendait assez souvent ces derniers mois, glacial. Et j'entends aussi un nouveau mot, un nouveau mot qui n'est pas un nouveau mot, mais qu'on entend assiété, c'est lunaire. Alors, si vous observez, si vous écoutez les médias français comme je le fais depuis le 24 février 2022, comme je le fais avec... Je suis complètement immergé dans le quotidien des Français. Et oui, c'est ainsi. Pour savoir ce qui se passe de ce côté-ci de l'Atlantique, ce qui se passe en Ukraine, il faut écouter les médias français. On n'a pas le choix. Autrement, ce qui nous parvient du continent européen et du côté ukrainien, ce sont de vagues échos lointains, comme si cette chose-là ne nous concernait pas, en fait. Alors, maintenant, j'entends des commentateurs et des commentatrices user abondamment de ce sont là des propos lunaires. C'est une situation lunaire. Alors, nous sommes passés de glacial à lunaire. Je présume que ça en dit long sur l'atmosphère générale qui règne. Alors, il nous évoquait donc, il nous proposait donc, Olivier Belin, d'aller jeter un coup d'œil du côté de Wattpad. Et je méconnais ce site ne le pratiquant pas ou très très peu. Alors ça aussi, dans cette démocratisation-là de la parole, dans ce jeu d'écriture où tout à coup, le commentariat fait partie aussi du processus de création. J'avais déjà écrit que même les écrivains ou les néo-écrivains ou les écrivains, comme disait Barthes, qui se produisent sur les réseaux sociaux, ont même la possibilité d'effacer leur lectorat. Ils ont même la possibilité de bloquer un lecteur. On imagine bien que peut-être les écrivains n'ont pas cette possibilité-là et je pense que ça ne leur viendrait jamais à l'esprit d'empêcher un lecteur d'avoir accès à son texte, mais c'est une des caractéristiques des écritures numériques, c'est la possibilité même de choisir son lectorat, ou en tout cas de le limiter, ou de le voir transformer, ou de simplement le faire disparaître, de faire disparaître certains lecteurs. C'est assez extraordinaire. Et la possibilité aussi de faire disparaître certains commentaires, en acceptant l'idée que le commentaire fait partie aussi du processus d'écriture. Alors, il y a quelque chose qui m'a aussi interpellé dans cet ouvrage de Belin, et je vais vous citer un tout petit passage, à la page 371, c'est ce que Jean-Claude Pinson, qui incidemment
est l'un de mes contacts Facebook. Je ne sais comment nous sommes devenus. Je lis avec beaucoup d'attention ses travaux. C'est quelqu'un qui travaille, lui, très sérieusement la question de la parole poétique et de l'écriture poétique. C'est assurément pas ce n'est assurément pas un travailleur du dimanche. C'est un travailleur sans doute 7 jours par semaine. Alors ce qu'il dit et ce qu'il propose comme appellation, le poétariat. Oh, j'ai trouvé ça extraordinaire et je vous lis ce qu'on y trouve sur le poétariat à la page 371. Je songe ici à la manière dont Jean-Claude Pinson, pour éviter la réduction du populaire au populisme, propose de penser l'existence d'un poétariat qui ne renvoie pas seulement à une classe de travailleurs de l'art et de la culture aux conditions précaires, mais à un ensemble de pratiques sociales révélatrices de l'instauration d'une démocratie artistique. La notion de poétariat permet ainsi de désigner, alors ici, cite Jean-Claude Pinson, la levée en masse, en régime démocratique, d'une armée toujours plus nombreuse d'artistes et d'aspirants artistes. Au-delà, elle permet sans doute de capter quelque chose d'essentiel quant au changement d'époque qui nous affecte et qui voit surgir, bien au-delà du poétariat au sens restreint, celui des poètes friands de plaquettes et de blogs, une multitude d'artistes hors des lieux balisés de l'art. Tout un poétariat au sens très élargi, attaché à modeler et gouverner sa vie, à customiser au mieux son existence au moyen de tout le spectre des arts du quotidien. Alors évidemment, le poétariat, aurait envie de dire, le libraire d'occasion et d'ancien appartient nécessairement à ce poétariat. Et j'aurais envie de dire, quiconque s'avance résolument dans la voie de la réflexion, de la mise en retrait, dans la création de zones de silence, dans imaginer tout un réseau de personnes se consacrant à la lecture, à l'écriture, à la poésie, à tisser des liens à la fois dans l'invisible, à la fois par la création de réseaux, à la fois numériques, à la fois sociales, par la création de revues éphémères, de fanzines, de blogs, de captation vidéo, de création de communautés petites, mais qui, agrégats de communautés, qui forment une sorte de constellation, aurais-je envie de dire, de constellation de gens qui, d'une certaine manière, résistent à la morosité des temps et qui se proposent de conserver presque des dépôts ou des réserves de naïveté. Et il nous faut faire, j'aurais envie de dire, parce que lorsqu'on s'adonne à une activité en amateur, comme celle, par exemple, de faire jour après jour des vidéos parlant de livres, le danger
qui peut guetter l'amateur, c'est d'abord de se sentir coupable d'être un amateur, premier danger. Deuxième danger, ce qui le guette à force de travailler son outil, c'est le professionnalisme. Le troisième danger qui le guette, c'est qu'on l'enferme dans cette catégorie d'amateur et qu'on juge son travail finalement presque insignifiant parce qu'il n'est pas perçu comme étant un professionnel. Et la professionnalisation, ce que je constate, ce que j'ai pu voir régulièrement, c'est que les gens qui deviennent de véritables professionnels de la communication finissent aussi par se prendre terriblement au sérieux. Et évidemment, lorsque l'on ne se prend pas au sérieux, c'est évident que les autres non plus ne vont pas vous prendre au sérieux. Ça devient extrêmement facile de ne pas être pris au sérieux lorsque soi-même on n'est pas pris au sérieux. Mais la volonté d'amateurisme est peut-être un acte d'insoumission, peut-être un acte réfléchi de refus de se plier aux conventions. Alors l'amateur pourrait être d'une certaine manière un professionnel de la contestation. Mais je me faisais la réflexion aujourd'hui, toujours en lisant cet ouvrage d'Olivier Belin, de l'importance. Alors je vais sans doute dire une énormité, mais je n'en suis pas à une près, de l'importance de conserver un certain sens du ridicule. Et le sens du ridicule, c'est une sorte de distance ironique à l'égard de nos activités. Une sorte de distance critique. Et dans une journée, je me disais que ça pourrait être un excellent exercice d'humilité. Dans une journée, combien de fois sommes-nous ridicules? Combien de fois nous avons des idées insignifiantes, confinant au ridicule? Combien de fois des choses sortent de notre bouche qui sont que l'on juge très importantes et qui finalement sont d'une absolue insignifiance et qui relèvent du ridicule? Combien de fois ne sommes-nous pas dans des postures physiques lorsque, à l'abri des regards, nous nous livrons sur notre propre corps à des activités ridicules? Combien de fois dans une journée, au fond, si on pouvait les compter et se donner et s'octroyer des points, ici j'ai été ridicule, ici j'ai eu une pensée ridicule. Et au fond, pour finir, j'aurais peut-être passé une bonne partie de ma journée à avoir des préoccupations ridicules, à avoir des comportements ridicules et à vivre en ridicule. Alors, combien de fois dans une journée sommes-nous ridicules? Pour ne pas trop se gausser de son propre statut d'amateur. Alors, et là, en fait, pour en revenir à ce livre d'Olivier Belin que j'ai trouvé extrêmement intéressant et à la fois tout à fait accessible d'approche et à la fois extrêmement fin et subtil, et évidemment, c'est un universitaire. Alors, les sources sont abondamment étayées et la démonstration intellectuelle qui est faite, elle est imparable. Mais en même temps, il y a un portrait de pratique artistique et poétique qui nous est offert dans cet ouvrage,
qui est une sorte de point sur l'ensemble de ces pratiques. Autrement dit, la poésie, la pratique de la poésie a tellement changé depuis l'avènement du web, depuis l'avènement de la, des outils numériques, que de ne pas en tenir compte dans sa propre pratique de poésie me semble étonnant. Je sais que je pourrais vous donner un autre exemple aussi, un contre-exemple de l'importance de la culture numérique dans la proposition de sa propre parole et d'un écueil que j'ai observé. Il y a des poètes, il y a des écrivains qui utilisent les réseaux pour faire la promotion de leur ouvrage, sans comprendre, j'aurais envie de dire que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Car la parole proposée, la parole écrite ou entendue, proposée sur les plateformes numériques, suppose une interaction, suppose un échange, suppose la création d'une communauté. Et certains, je comprends, et ce sont souvent des artistes qui se jugent professionnels, mais ils ne saisissent pas que sur les réseaux, ce n'est pas que de la promotion de son travail. Ils ne réalisent pas qu'ils doivent entrer en relation avec les autres qui vont aller se promener sur leur page. Et qu'il ne s'agit pas que d'un outil promotionnel. C'est un outil de création et d'échange. Et qu'il y a des choses très vivantes qui se font. Et qu'au fond, le numérique pourrait être, d'une certaine manière, le reflet du vivant. Et ce qui est observable aussi dans cette création de micro-poésie, c'est que ça va avec le flux, avec le mouvement de l'existence. On voit ça apparaître et ça disparaît. Cependant, il arrive parfois que le mouvement, le texte qui apparaît dans le mouvement, dans le flux, soit cadastré, soit retenu par la fabrication d'un livre. Alors ça devient un moment capté, qu'on a transcrit dans un ouvrage et qu'on aurait mis quasiment dans une sorte de boîte noire, de boîte blanche, qui serait décryptée par un éventuel lecteur ou lectrice. Et que le livre échapperait, d'une certaine manière, pour s'inscrire dans le temps long, au temps court, vivant du flux numérique. Et il y a un lien à faire aussi entre cette poésie, cette écriture apparaissant dans le vif, et le métier de libraire qui, lui, en est un à la fois quotidien et qui s'inscrit dans la trame des jours. À chaque jour, j'ouvre la porte. À chaque jour, il y aura des gens qui vont franchir le seuil de la porte, qui auront leurs préoccupations, qui auront leurs désirs, qui poursuivront leur propre quête. Parfois, j'agirai en intercesseur. La plupart du temps, ils savent ce qu'ils font. Ils sont déjà formés, puisqu'ils viennent chez moi. Je n'ai pas ce rôle-là de formateur ni de professeur. Je suis tout au mieux un accompagnateur. Mais il y a une relation qui se crée. Et certains d'entre eux
me révèlent des choses, à la fois sur leur vie, à la fois sur leur vie privée, à la fois sur leur lecture, sur les sujets qui les hantent, sur leurs obsessions parfois. Ils poursuivent des quêtes. Et bien souvent, ce sont là des quêtes qui vont dans beaucoup, beaucoup de directions. Alors, ils ont une pensée échevelée, ils ont une pensée créative. Et ils consacrent du temps à lire, à écrire, à prendre des notes. Et bien souvent, comme vous avez pu l'entendre, si vous avez écouté la vidéo d'hier, bien souvent, ils sont non pas victimes d'ostracisme, le mot est trop fort, mais ils sont victimes d'incompréhension de la part de leurs proches, de leurs congénères, de leur milieu ambiant, qui ne saisissent pas, qui ne comprennent pas qu'ils s'adonnent à des activités comme lire et écrire, surtout lire, avec une belle obstination et une résolution dans la démarche. Et ces personnes, étant victimes d'une certaine manière de préjugés, trouvent dans les lieux comme une librairie un endroit, une sorte d'oasis où évidemment ils ne seront pas jugés et où ils n'auront pas d'explication à fournir quant à leur intérêt. Alors, j'écrivais dans mes petites notes aussi que, évidemment, en réfléchissant, parce que la poésie faite par tous et la démocratisation de la parole comme acte d'insurrection, voire un acte révolutionnaire, et le rôle du libraire. Moi, en plaisantant, je dis toujours que je suis un poète de droit divin, père poète, père absent. Donc, redoublement de cette absence de limite. Et j'aurais vécu, en fait, toute ma vie dans l'émerveillement. L'étonnement, qui est à la base de la philosophie, j'aurais envie de dire que l'effet secondaire de l'étonnement, c'est l'émerveillement. Et au fond, j'aurais voulu toute ma vie m'entourer d'objets provoquant l'émerveillement et l'étonnement. Et j'aurais voulu également m'entourer de gens qui n'auront pas quitté ce stade de l'enfance. Devenir un adulte trop vite, devenir un adulte précuit, c'est pas nécessairement une chose qui est souhaitable. Et que, d'une certaine manière, je suis une sorte de libraire du dimanche. Mais je me suis arrangé pour que dimanche, c'est tous les jours. Que tous les jours, c'est dimanche. Vous saisissez l'idée? Au fond, de travailler très sérieusement, tout en restant un amateur. C'est-à-dire un amoureux. Un amant. Et peut-être que d'une certaine manière, en tout cas très humblement, j'aurais réussi à rester dans cette proposition de Lautréamont. À demain.